Alors, dans ce deuxième cas, comment ça, c'est le premier cas, la conclusion dans le premier cas, et dans le deuxième cas, la conclusion, ben là, d'une certaine manière, elle est plus simple, parce que directement, vous savez que FU à appliquer à phi vaut 0, et que donc, directement, vous savez que ça se réduit à xi point égale fx xi, vous êtes ramené directement à la dernière étape, ici, et avec xi de t égale à 0, généralité sur les systèmes linéaires, xi est identiquement nul, donc état est égal à 0. Bien. Donc, vous avez montré l'injectivité en supposant ou bien une sorte de que U0 était alpha monotone et que le couple FG était alpha monotone, non, que le couple, pardon, GF était alpha monotone en X, c'est-à-dire il est monotone et puis un peu plus en X, ou bien que le couple GF est un peu plus, en ce sens alpha monotone, en U. Voilà. Donc c'est exactement comme dans les variables séparées, simplement c'est plus global. Alors effectivement, vous avez besoin de quantifier ceci pour obtenir une estimation a priori. L'argument général que je vous ai donné marchera dès que l'on aura une hypothèse uniforme qui contrôle la taille de ceci par rapport à la taille de cela, ou la taille de ceci par rapport à la taille de cela. Donc, le premier cas, théorème, premier cas, c'est U0 alpha monotone. Et, je vais écrire les choses, je l'espère proprement, et il existe un alpha tel que, quel que soit zt dans R2D, quel que soit xi phi dans R2D. Bien. Je regarde le produit scalaire. Donc je vais le faire, ça c'est df sur du, je vais écrire les choses le plus proprement possible, et c'est au point à quel que soit yz, pardonnez-moi, quel que soit yz, donc j'ai commencé par écrire le x, oui c'est ça. Donc df, oui, df sur du en y et en z, je l'écris une seule fois. Chaque fois que vous prenez f, à l'intérieur, il y aura yz. Ensuite, vous mettez phi scalaire, appliqué à phi scalaire phi. Oui, et puis après, il faut que je recopie tous les termes. Donc là, je n'écris plus les arguments. df sur dx, df sur dx xi phi. Oui, plus dg sur du, il y a un tel paquet de bazar là. Dg sur du, j'ai dit que je ne réécrivais pas les arguments. Donc a priori c'est fixé. Et enfin le dernier, dg sur dx, xxi. Bon, c'est pas très agréable, mais c'est important parce que c'est la bonne hypothèse. Donc, supérieur à alpha fois quoi? Eh bien, dans le premier cas de figure, c'est dg sur dx appliqué à xi. Norme au carré. Voilà, là, on a quantifié de manière qui est évidemment correcte en homogénéité par rapport au vecteur test phi et xi, et c'est uniforme par rapport à tous les points que vous pouvez mettre dans le F. Alors vous pouvez un petit peu restreindre parce que vous avez des bornes sur Z, mais enfin bon, c'est vraiment du détail. Donc, ça c'est le premier cas de figure. Vous faites cette hypothèse-là, hein, on a renforcé les hypothèses en X. Le deuxième cas de figure, c'est vous renforcer les hypothèses en U. Et donc, le deuxième cas, c'est le même genre d'hypothèse avec il existe alpha, donc je ne réécris pas tout le bazar, hein, parce que c'est un peu longué. Et simplement, à la fin, au lieu de dire supérieur à alpha dg sur dx, vous avez alpha. Et donc l'autre terme, c'est df sur du.
df sur du fois xi, xi. Donc df sur du fois phi, appliqué à phi en norme au carré. Ouais, alors les dérivés, j'aurais mieux fait d'appeler le u ici, c'est le d sur des, c'est le df sur dz. Pardonnez-moi, je vais quand même écrire les choses pour qu'on puisse quand même comprendre de quoi il s'agit. C'est un df sur dy, c'est un dg sur dy, c'est un dg sur dy. Ici, c'est un dg sur des z. Ben, c'est bon, c'est bon. Et ici, enfin, un df sur des z. J'ai remplacé y par x et u par z. df sur des z. Exactement, voilà. Donc, le deuxième cas, c'est ceci. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, la conclusion, c'est où? La conclusion, c'est qu'il existe une unique solution globale régulière. En effet, vous récupérez le fait d'avoir quantifié le entraîne. Hein, vous voyez, dire que ça contrôle ça. Si vous le quantifiez, vous en déduisez automatiquement une estimation a priori. Alors, soit vous payez les techniques d'estimation a priori sur les équadifs, soit vous utilisez l'argument par l'absurde en disant que dès qu'on a une hypothèse comme ceci, on sait qu'après passage à la limite, si jamais on n'avait pas l'estimation a priori, passage à la limite, on va se ramener à étudier le noyau de l'un de ces systèmes linéarisés pour lequel on a montré que le noyau était nul. Et effectivement, le fait d'avoir une estimation quantifiée nous assure qu'après passage à limite, on reste dans le même cadre de travail dans lequel on peut conclure que le noyau est réduit à zéro. Voilà. Alors donc, vous voyez, c'est une fois qu'on a compris les variables séparées, il faut juste faire un peu attention, mais on a exactement le même genre de structure dans le cadre général. Il fallait s'affranchir de la solution explicite et ajouter du x pour qu'on voit le choix d'hypothèses que l'on pouvait avoir. Donc c'est ou bien des hypothèses en x ou bien des hypothèses en u, qui sont de la monotonie un peu améliorée, et puis uniforme pour ne pas avoir de problème d'estimation a priori. Il n'en demeure pas moins que quand on voit ça, on se dit que pour obtenir des estimations a priori par des techniques d'équation dérivée partielle, on en est à des années-lumière, parce que là, c'est un tel bidouillage sur les équations différentielles ordinaires qu'on se demande bien d'où on va se tirer des techniques d'équation dérivée partielle. Alors, ça va venir, et c'est ce à quoi je vais m'occuper maintenant. Donc, lorsqu'on n'a pas rajouté de termes du second ordre, etc., de couplage, l'affaire est entendue, nous savons quel est un cadre naturel pour obtenir des solutions globales régulières. Mais c'est une technique qui repose sur l'étude, l'examen qui est élémentaire, hein, il n'y a rien de compliqué là-dedans. L'examen élémentaire des méthodes de caractéristiques, il faut simplement faire un peu attention et on a un cadre naturel de régularité. Cadre naturel de régularité qui peut s'étendre par changement de variable. Donc, grosso modo, là, je vous ai résumé une bonne partie du cours. Bien. Maintenant, on sait que ça ne suffit pas. C'est bien gentil, mais il nous faut rajouter des termes du second ordre, éventuellement avec des couplages, comme je vous l'avais indiqué, entre les coordonnées sur le drift, enfin sur les termes du premier ordre, ces systèmes paraboliques, entre guillemets, dégénérés qu'il nous faut manipuler. Et là, on n'a plus de méthode de caractéristique, on n'a plus rien. Bon, c'est un système non linéaire. Alors bon, les probabilistes diraient c'est un Markov non linéaire, ben oui, mais ça ne nous donne pas des estimations a priori. Hein. Bien. Alors donc, comment passer aux techniques d'estimation a priori? Eh bien, on va faire ça tranquillement, en recommençant un peu à zéro et puis en changeant de point de vue. Alors, il y a un point, un tout petit peu technique, qui m'a tenu un peu, qui m'a coincé, parce que quand on écrit les choses de manière un peu globale, on ne fait pas, et puis par souci, je vérifiais sur
un petit moment de tranquillité pendant les fêtes, je vérifiais un calcul et puis tout à coup je me disais, flûte, c'est pas symétrique, il y a des I, des J, ça marche pas. Et j'ai fait une petite remarque dont il est bon de se débarrasser une fois pour toutes. Donc je fais une remarque purement matricielle. Donc une remarque qui nous sera utile et comme ça on n'aura plus à se soucier de est-ce la matrice ou sa transposée. Quand elles ne sont pas symétriques, il faut faire attention. Alors c'est sur cette notion de alpha positivité. Donc supposez que vous ayez une matrice sur laquelle vous ayez une estimation, une borne. Et supposez qu'elle soit alpha positive, c'est-à-dire que vous avez la propriété que A xi xi est supérieur à nu fois alpha à xi carré. Bien. Alors, l'observation que je veux faire, c'est que alors ça entraîne, c'est en fait équivalent, à dire que, ça entraîne, l'équivalence s'en suivra, que A transposé vérifie le même genre de propriété, mais avec un bêta. Donc, il existe bêta, strictement positif, tel que quel que soit xi, A transposé xi, scalaire xi, est supérieur à alpha fois A transposé xi carré. Ouais, si on n'est pas tout près d'une rotation de pi sur 2, la transposée n'est pas, elle non plus, tout près d'une rotation de moins pi sur 2. C'est un bêta. Le gardien des notations frappe encore. Bien, donc c'est une trivialité, mais je préfère l'isoler parce qu'on en aura besoin à un moment donné. Et justement, j'avais un terme dont je me servais dans les EDP, et puis je me suis rendu compte que j'avais besoin avec la transposée. Mais en fait, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? C'est parce qu'en fait, le membre de gauche, il ne dépend que de la partie symétrique de la matrice. OK? Et que sur la partie symétrique, c'est-à-dire A plus A transposé sur 2 fois xi, xi, ce qui est toujours égal à A xi, xi, et qui est toujours égal aussi à A transposé xi, xi. Tous ces termes sont les mêmes, c'est la vertu des formes quadratiques. Eh bien, si tous ces termes sont égaux, les minorations que l'on peut avoir, bien, on en a une pour le axi, mais le fait que A soit une matrice bornée, en fait, ce qu'on a réellement besoin, c'est pas tant que A soit borné, c'est que A plus A transposé soit borné. Je mets ça entre parenthèses. Eh bien, le fait que A plus A transposé soit borné et une matrice symétrique, donc A plus A transposé est positive, majorée par un certain C0 fois l'identité, et c'est évidemment symétrique. De sorte que, automatiquement, vous savez que A plus A transposé sur 2 est supérieur à une certaine constante que je vais baptiser gamma, A plus A transposé sur 2 au carré. Tout ça, c'est des inégalités de matrice symétrique. Pourquoi? C'est parce que A plus A transposé sur 2 est majoré par 1 sur gamma fois l'identité. Gamma, c'est 1 sur C0. Hein. Pour les matrices symétriques, c'est comme pour les nombres réels, ça marche exactement pareil, ces inégalités. Pensez aux valeurs propres, hein. Tout ça, ça se diagonalise dans la même base de vecteurs propres, donc c'est des inégalités sur les réels. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est précisément dire que l'autre information que j'ai, c'est que A xi xi, qui est aussi A transposé xi xi, est supérieur à gamma fois A plus A transposé sur 2 xi en norme au carré. Parce que la forme quadratique associée à ça, c'est précisément la norme de ce vecteur. Et donc vous voyez que A xi xi, grâce au fait qu'on a une borne, en tout cas sur la partie symétrique, et grâce au fait qu'on ait la positivité, contrôle
la longueur de axi et contrôle la longueur de axi plus la transpose xi au carré. Mais ça, donc, c'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Hein. Ah ben, vous savez que axi carré plus A plus la transposée sur 2 xi carré va contrôler avec une certaine constante que je ne veux même pas essayer de calculer, va contrôler une nu fois A transposée xi au carré. C'est simplement que A plus B au carré se majeure par 2A2 plus 2B2. Hein. Alors, comme il y en a un demi, hein, c'est un nu qui oscille entre 1,5, 4, 18, 25 ou 1 100 millième. Si vous mettez un 100 millième, c'est vrai. Bon. Voilà. Donc, la moralité, c'est qu'effectivement, si vous avez cette minoration, et vous avez toujours celle-là parce que vous avez une borne sur la partie symétrique qui est positive, c'est la matrice symétrique est positive. Donc il y a tout qui sert là. Hein. C'est pas simplement le fait que ce soit borné qui entraîne qu'on a la minoration pour A plus transposée. On se sert aussi de cette partie-là, c'est la positivité. La positivité plus la borne de la partie symétrique dit qu'on contrôle toujours la partie symétrique. On contrôle la partie directe et donc on contrôle la partie transposée. Donc vous voyez que dans ces hypothèses, hein, qu'on est A transposé, on saura qu'on pourra toujours commuter, qu'on aura à manipuler un certain nombre de termes. Ça sera parfois assez important de pouvoir effectivement commuter les indices sans que ça change quoi que ce soit en termes de minoration et d'obtention d'estimation a priori. Bien. Petite remarque qu'il est bon de faire, qui n'a pas... Avant que je réalise que ceci était vrai, je me disais, mais comment je pourrais obtenir un jour des estimations a priori élémentaires, agréables sur ces sujets, parce que et général, puisque je n'avais vraiment qu'un cas où je comprendrais bien les techniques de DP. L'autre cas, il était très mystérieux. Donc le cas en X, j'avais des démonstrations directes. Et le cas sur le U, hein, c'est la monotonie en U, celui qui justement n'est pas compréhensible par inversion, là, je n'avais pas à ma disposition de bons arguments de DP. Je suis sûr qu'il y en avait un. Et puis, effectivement, l'astuce dont je vous ai parlé, à savoir l'astuce de Krylov, s'est révélée, pour les estimations a priori, extrêmement utile. Et donc, je vais faire un petit retour en arrière, toujours dans les cas du premier ordre. Donc maintenant, j'aborde le dernier chapitre du cours, c'est estimation a priori, mais je ne veux surtout pas toucher aux méthodes caractéristiques, aux méthodes des caractéristiques, parce que je veux mettre en place des techniques qui marchent pour les EDP, dans lesquelles je pourrais rajouter des termes de deuxième ordre. Bon, alors, il faut un peu d'expérience pour savoir instantanément si, lorsqu'on rajoute un Laplacien ou un opérateur comme ça, la technique d'estimation a priori que l'on propose passe encore ou pas. Donc, effectivement, on a ça en tête lorsqu'on les développe. Ça sera le cas. Et puis après, au-delà du Laplacien ou au-delà d'un opérateur à coefficient constant, il y a tout le bazar avec les bruits vectoriels dont je vous ai parlé. Bien. Quoi qu'il en soit, donc je reviens en arrière. Et le premier point que je veux faire, c'est retour sur la monotonie avec la méthode d'astuce liée à Krylov. Donc vous vous souvenez, on va reprendre le cadre le plus simple, hein, du sur dt plus, pourquoi pas, je vais prendre le cas général, on va bien voir. Hein. F de x et de u, gradient u, égale g de x et de u, donc le couple GF monotone, et on veut monter la propagation de la monotonie. Alors, c'est quoi l'astuce de Krylov? C'est d'introduire une fonction que j'appelle W de x, de xi et de t, qui est u de x et de t scalaire xi. D'accord? De sorte que si j'introduis cette fonction avec une variable supplémentaire, eh bien, je prends le produit scalaire avec xi. C'est vraiment regarder u comme un opérateur. Donc, effectivement, on regarde ce qu'il fait. Hein. Et si on est en dimension infinie, c'est vraiment un opérateur, parce que c'est, dans les cas où il y a une interprétation contrôle optimale, c'est vraiment la différentielle. Donc, c'est pas oublier que ça joue le même rôle qu'une différentielle, et donc ça agit sur des vecteurs. Donc, c'est assez logique qu'effectivement,
on est intérêt à expliciter le fait que c'est... Et d'ailleurs, la monotonie, c'est une propriété d'opérateur. Donc, le fait, a posteriori, hein, on peut comprendre que c'est peut-être pas si miraculeux que ça. Et puis, je l'avais déjà expliqué l'origine, notamment probabiliste, de cette astuce. Bien. Donc, l'équation, que devient-elle dans ce cas-là? Vous prenez le produit scalaire avec xi, donc vous avez un dw sur dt. Vous allez avoir un gradient ici par rapport à x de w, parce que ça c'est un gradient à x, le xi, vous le faites rentrer, vous le faites taper sur le u. Au membre de droite, vous avez g de x et de u. Mais c'est quoi u? U, c'est le gradient par rapport à xi. De w, scalaire xi. D'accord? Donc ça, c'est le membre de droite. Et le membre de gauche, c'est f de x et de u, mais f de x et de u, c'est f de x et de gradient xi w. Et vous avez maintenant une équation scalaire. Vous avez effectivement une équation scalaire. Je ne vous avais écrite que l'équation lorsqu'il n'y avait pas de x. Donc là, je fais la petite extension. Vous n'arrivez pas à voir là-bas? Hein? Bon. Alors, donc, je prends la même équation, je multiplie par xi, et la seule remarque que je fais, c'est que lorsque j'avais un u, ça entraîne que u, c'est le gradient par rapport à xi de w. De sorte que, effectivement, vous transformez ça en équation d'Hamilton-Jacobi. Alors bon, lorsqu'on a des solutions, mais avec des mauvaises croissances à l'infini qui font qu'on n'est pas dans le cadre habituel de la théorie des solutions de viscosité. Mais enfin, ça nous fournit quand même une équation relativement agréable, et puis c'est surtout une économie d'écriture. Ça devient une équation scalaire. Et moi, je fais partie de ces gens dont le cerveau a des limitations toujours assez étroites liées au côté vectoriel des choses. Je comprends, je raisonne mieux en dimension 1 qu'en dimension plus grande. Bon. Alors, donc, effectivement, on va voir que ça, c'est une piste intéressante. Et retour sur la propagation de la monotonie. On a l'équation sur W. Qu'est-ce que c'est la monotonie en x de u? La monotonie en x de u, c'est de dire que du sur dx est positif. Et donc, c'est de dire que du sur dx appliqué à xi, c'est le dx, appliqué à xi, produit scalaire avec xi est positif ou nul. C'est ça la monotonie. Et donc, vous reconnaissez quoi? Bien, vous reconnaissez l'opérateur xi gradient x appliqué à w. Donc, la monotonie, c'est en fait cet opérateur xi gradient x. Alors ça ne semble pas, mais quand on a fait cette remarque, on a fait un grand pas dans l'établissement de techniques élégantes d'estimation a priori. C'est effectivement la même chose. Bien. Alors, ben justement, regardons la propagation de la monotonie. Et d'ailleurs, ça permet de simplifier, y compris les techniques que j'avais avec Marek Musiela pour la propagation de convexité. On peut les repenser. Il y a un argument clé qui est toujours là, qui correspond à celui que je vous avais montré sur les termes hors diagonaux des matrices en cas où à un point où ça s'annule. Ça, il faut faire cette analyse locale, il faut la faire, mais tout le fatras de regarder le premier temps où il y a un xi, non, ça c'est beaucoup, beaucoup plus simple. De trouver une bonne direction, etc. Ça vient automatiquement parce que c'est encodé dans le système, complètement encodé dans le système. Alors, c'est ce que l'on va voir là. Et effectivement, calculons xi gradient xw. Donc maintenant, j'oublie le u et je fais le calcul de xi gradient xw. Donc j'appelle ça, cette fonction, je l'appelle z.
Donc je fais dz sur dt. Donc c'est un opérateur différentiel, et donc vous voyez que... Ouais, là, je sens que si je le fais trop vite, je vais me planter. Donc on va faire les choses un peu plus calmement, et on va dire d sur dt d'abord de gradient x w. C'est plus sûr. Après, on prendra le produit scalaire. Donc première possibilité, je dérive le w qui est là. Donc ça me fait le plus f, celui-là il ne bouge pas, gradient x de gradient x w. Celui-là il ne bouge pas. Ensuite, je peux dériver le f. Donc, si je le dérive par rapport à x, ça fait fx de x gradient xi w appliqué à gradient x w. Je mets des points pour indiquer les produits scalaires. Ensuite, je fais un plus, je peux dériver le gradient xi. Donc là, je vais introduire le fp pour la deuxième variable. fp, donc je ne récrée plus ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, c'est toujours x. Dans tous les arguments des f, fx, je vais quand même essayer d'écrire les choses de manière un peu plus économique. C'est fx, gradient x, w. Donc là, le produit scalaire, c'est entre les composantes de f et le gradient w. Et puis je peux prendre les dérivés par rapport à x, qui ont les mêmes coordonnées, enfin, c'est les mêmes numérotages de coordonnées que le gradient x, w. Donc ensuite, c'est plus fp plus fp quoi? Alors fp, je dérive par rapport à gradient x. Et donc, cela me fait gradient xi. Donc fp gradient xi. Gradient xi de gradient x w. Voilà. Gradient, j'y suis, on y est presque. Produit scalaire avec gradient x w. Donc simplement, là, on ne se casse pas trop la tête. Donc on a ce terme-là, oui, exactement, donc ça est lié. Membre de droite, je dérive par rapport égal. Eh bien, on va avoir donc Gx, scalaire xi, et plus Gp, gradient xi de gradient x w, le tout appliqué à xi. Maintenant, je prends le produit scalaire avec xi, et donc j'en déduis quoi? dz sur dt, plus f gradient x z. Donc là, ça dépend que de x, pas de souci. Le fx gradient x w, celui-là, attention. Donc plus xi fx gradient x w. Là, c'est un terme dont on va avoir besoin dans un petit instant. Ensuite, lorsque vous faites, vous appliquez le xi ici. Lorsque vous mettez un xi ici, attention, vous récupérez bien le bon terme qui est le fp gradient x w fois gradient xi de z. Ça correspond à avoir mis le xi là, mais vous avez un terme en trop parce que le terme qui est ici, vous pouvez dériver par rapport à xi. Et si vous dérivez par rapport à xi, qu'est-ce que vous récupérez? Eh bien, vous récupérez moins fp de gradient x w, gradient x w. Lorsque vous dérivez par rapport à xi, xi gradient, ça vous donne pile le gradient. Il faudrait mettre des i partout, etc. Mais c'est comme ça que ça marche. C'est dxi sur dxij, c'est delta ij. Donc c'est pour ça que cela devient ce terme-là. Donc vous récupérez ceci. Et au membre de droite, vous récupérez gx xi xi.
Et enfin, le dernier terme, c'est justement d'introduire GP de gradient xi, et celui-là, donc je vais le mettre de l'autre côté, c'est moins GP xi gradient xi z. Donc c'est tout ça, vous faites rentrer le xi et vous le mettez dans le membre de droite. Donc ça, vous voyez que c'est essentiellement une équation en z, il y a ce terme-là. Et simplement le terme que j'ai rajouté et que je dois bien sûr retrancher, c'est moins GP xi gradient xw. Eh bien, maintenant, on récapitule, donc il faut faire le calcul proprement, mais on récapitule, et là, je l'ai fait dans le cadre général, j'aurais pu le faire dans un cadre un peu plus particulier, ça aurait été peut-être plus simple, plus transparent, mais regardons un peu la structure. dz sur dt, plus f gradient x z, plus fp gradient x w gradient xw, oui, gradient xi z, moins gp xi. Alors donc, le g, quand c'est g qui agit sur xi, et je dérive par rapport à p, donc ça fait une matrice, et c'est ça qui s'applique. Non, gp c'est une matrice. Sur les coordonnées de g, ça agit sur les coordonnées de xi. Vous prenez les dérivés, et là, ces coordonnées-là, vous les faites agir sur le gradient xw. Qu'est-ce que je suis en train de... gp xi, gradient... Oh là là, c'est pas du tout ça. gp xi, gradient xi de z. Donc ça, tout ça, c'est les équations. Donc j'ai pris celui-ci, j'ai pris celui-là, j'ai pris celui-là. Bon, bref, j'écris tout. Voilà, ils y sont tous. Égal au second membre gx xi scalaire xi. Ensuite, moins gp xi gradient x w. Ça, ce terme-là, il y est là, celui-là, il y est. Le plus fp gradient w, gradient xw, gradient xw. Ce terme-là, il y est. Et puis, il y a celui-ci qui reste, moins fx gradient xw fois xi. Donc voilà. Oubliez tous les détails de calcul, vous dérivez, vous obtenez une équation en z avec des gradients x, des gradients xi, et vous obtenez à droite la forme quadratique de la monotonie du couple GF. Dans la direction xi moins gradient xw ou moins xi gradient xw, hein, pour les moins diagonaux. Donc ça, c'est positif par monotonie. Donc pour le vecteur xi moins gradient xw. Et maintenant, vous avez une équation de transport avec des termes du premier ordre qui sont à croissance au plus linéaire, donc il n'y a pas d'explosion. Gp est borné. On suppose qu'on a une solution régulière, donc ça croît comme du xi. Donc ça croît comme du xi, ça croît comme du xi, tout ça c'est borné. Hein. Donc, on a des termes ou à croissance au plus linéaire. On a une équation de transport du premier ordre avec un second membre positif ou nul et des termes bornés. Et bien là, on a une estimation a priori qui marche parfaitement parce que ça entraîne qu'effectivement, si z en t égale à 0 est positif ou nul, eh bien ça entraîne que z est positif ou nul. Hein, on suit toutes les courbes intégrales, et là, la positivité, ça croît. Donc, vous voyez que on ne peut pas dire que ce soit beaucoup plus simple que la démonstration. Évidemment, la démonstration avec les x, y, c'est un peu plus simple. Mais celle-là, elle marche jamais avec un terme du second ordre. La démonstration qu'on en avait, c'était quand même de dire « je ne regarde pas ». Hein, rappelons-nous, la démonstration, quand même,
Ce n'est pas inintéressant. La démonstration que l'on avait pour la propagation de la monotonie, c'était de dire, je prends maintenant tous les xi qui sont en dérivée, je ne regarde pas ça comme une équation en xi, je regarde une équation paramétrée par xi. Hein, les équations en nu. Et puis, je forme l'équation satisfaite par du de x scalaire xi, et je regarde le premier temps où je perds le zéro. J'écris ça, j'ai des termes qui, en faisant l'analyse de ce qui se passe à un point où ça s'annule, me donnent la positivité. Là, cette analyse, elle a disparu. De regarder à un point où ça s'annule, de se dire alors les termes hors diagonaux sont antisymétriques, hein, c'était ça l'argument que l'on avait pour la propagation de la monotonie au premier point où la monotonie est là. Tout ça s'est intégré complètement dans le fait que je suis en train de regarder la fonction de tous les xi. Et j'ai même plus on voit qu'il y a une histoire de signe tout à la fin avec le moins gradient, mais c'est codé dans la transformation. Donc, cette étape qui était une étape un peu délicate, on peut louper cet argument. Hein, le louper de dire en un point où ça s'annule, il faut regarder les termes hors diagonaux de la matrice jacobienne et voir que ces termes hors diagonaux sont antisymétriques. Bon, c'est facile, mais on peut le louper. Là, si on fait le calcul brutalement, on ne peut pas louper la positivité. Il n'y a rien à faire. Alors, dans le deuxième ordre, il faut quand même travailler un tout petit peu, mais pas tant que ça, parce que d'abord, si vous rajoutez un Laplacien, un opérateur à coefficient constant, c'est exactement la même chose. Si vous rajoutez un plus nu Laplacien XU, bien, ça devient pour l'équation W un nu Laplacien ou un opérateur à coefficient constant. Laplacien XW et le xi gradient X, il passe directement là-dedans. Ça ne change rien. Donc A à coefficient constant, identique. Parce que le AU devient un AW et la dérivation, ça devient un A xi gradient XW, c'est-à-dire un AZ. Hein. Donc transparent, on ne le voit pas. Donc exactement la même démonstration, en tout cas lorsqu'on n'a pas des coefficients qui dépendent de x. Lorsqu'on a des coefficients qui dépendent de x, il y a encore un petit peu de travail à faire, mais là encore, le travail est nettement plus transparent. Ça, je le regarderai peut-être tout à la fin de la semaine prochaine. Alors ça, c'est quand même pas totalement inintéressant, parce qu'on se dit que peut-être là, on a des chances de gagner quelques estimations a priori. Alors, si on a fait ceci, après ce bref retour sur la monotonie grâce à cette technique qui est assez jolie de rajouter une variable et d'écrire une équation par rapport à ce couple de variables, donc vous avez doublé le nombre de variables, hein, mais vous avez réduit un système à une seule équation. Alors ça, ce n'est pas recommandé pour le calcul. Hein. Il vaut mieux 2D équation en dimension D qu'une équation en dimension 2D, parce qu'en général, la complexité, ça se croît exponentiellement. Et c'est bien d'ailleurs une des grosses difficultés liées à la dimensionnalité des équations, et d'ailleurs, j'aurais dû le dire dans ces nombreux cours sur les jeux à champ moyen, mais on sait bien qu'une des limites en termes d'utilisation pratique du contrôle optimal à la Bellman par les équations, c'est la dimension. C'est ce que Richard Bellman appelait « the curse of dimensionality », la malédiction de la dimension. On l'aura aussi dans les jeux à champ moyen, hein, puisque ça contient un aspect que chaque joueur fait à un processus compte tenu de la dynamique des autres, à un processus de décision optimale. Donc on a exactement cette... D'ailleurs, au passage, toujours un point culturel, il y a un groupe de gamins américains, un groupe de musique rock indépendant, qui s'appelle le groupe Bellman, et il vient de sortir en 2012, là, dans les premiers jours de 2012, un disque qui s'appelle The Curse. Donc, ça me paraît suspect. Je pense que ce sont des gens qui, effectivement, ont dû avoir marre de faire des maths quelque part dans l'université américaine et ont décidé de faire de la musique. Bien.
Quoi qu'il en soit, donc je reviens sur je reviens sur cette histoire de monotonie et peut-être on va un peu simplifier parce que le cadre général, j'aurais pas dû présenter cette technique avec un F et G général, mais enfin, ce qui est fait est donc plus à faire. Néanmoins, je vais maintenant essayer de me concentrer sur ce cas-là, puisqu'on avait vu que c'est dans ce cas-là, on comprenait bien les difficultés et les choix qui conduisaient à avoir des solutions régulières. Le choix, je vous le rappelle, c'est ce que nous avons vu en début de cours aujourd'hui, c'est bien entendu de la monotonie pour tout le monde, mais en plus, on renforce un peu la monotonie soit sur U0 et sur F, sur la dépendance en X, soit sur grand F. Bien. Alors, de quelle équation parle-t-on ici? Vous voyez que l'équation en W, c'est l'équation F gradient xi W, gradient x W égale F scalaire xi. Bien. Donc, c'est simplement le cas particulier. Et je peux effacer tout ce bazar-là. Donc, on a vu qu'en travaillant sur la fonction xi gradient xw, eh bien, on pouvait déjà lire sa positivité. Maintenant, ce que l'on aimerait obtenir, ce sont des bornes. Alors, souvenez-vous, en tout cas, dans le premier cas de figure, c'est-à-dire petit f égale à 0 et on fait des hypothèses sur U0, les bornes, on a une hypothèse sur U0 et en fait, cette borne se propageait et on l'avait bien compris par le passage à l'inverse. Donc, je fais un petit retour en arrière. Donc, ce qu'on a appris pour la propagation de la monotonie, c'est que les choses sont particulièrement agréables si on prend xi égale xi gradient x fois w. Hein. C'est ça la fonction auxiliaire qui conduit à la propagation de la monotonie. Auquel cas, hein, l'équation, le bazar que j'ai écrit, ça devient juste le dx xi xi, et puis il y a deux termes qui correspondent à la dérivation de ceci. Peut-être, d'ailleurs, je vais l'écrire, ça me servira dans un tout petit instant. Donc, souvenez-vous, c'est ce que l'on vient de faire, c'est que l'on a d sur dz de plus f gradient x z, et puis là, ce que l'on va avoir, c'est f' de gradient x w qui agit sur le gradient xi de z, et que ça me fait deux termes, à savoir f' xi xi plus f' gradient x w, gradient x w. Donc on reconnaît bien effectivement, précisément, les deux termes de positivité que l'on avait dans l'analyse par méthode de caractéristiques. Donc l'énorme calcul que j'ai fait, il a le bon goût de se réduire en une équation du premier ordre sur z, et puis deux termes positifs, hein, donc vous lisez la positivité. Bien. Alors l'autre rappel pour un peu nous guider dans l'intuition des choses, et on va commencer dans la situation où on fait des bonnes hypothèses sur U0, donc ce que j'ai toujours appelé le premier cas. C'est des hypothèses sur U0 et F. Commençons par le cas F égale à 0. Après, on rajoutera ce genre de questions petit à petit. Alors, dans le cas où f égale à 0, on sait que le passage à l'inverse était particulièrement transparent, puisque vous savez que du-1 sur dt est simplement donné par f de y. Et que l'hypothèse de dire que U0 est alpha monotone, c'est précisément dire que U0 moins 1 est supérieur à, je crois, 1 sur alpha.
De sorte que, effectivement, comme si f est positif, hein, vous voyez bien que ça se propage, si f est monotone, bah, ça se propage et que donc vous avez tout de suite que U-1 est supérieur à 1 sur alpha. Alors quand je dis supérieur à 1 sur alpha, ce sont les opérateurs, donc pensez la dérivée en chaque point est supérieure à 1 sur alpha fois l'identité. C'est en termes d'opérateurs monotones. C'est plus monotone que l'identité sur alpha. Mais comme vous rajoutez encore une chose monotone, c'est encore plus monotone que l'identité sur alpha. Et donc ça entraîne que U est alpha fois monotone. Et ça, c'est une estimation a priori. C'est une estimation a priori parce que c'est quoi la alpha monotonie? C'est dire que du de x scalaire xi, xi est supérieur à alpha fois du de x scalaire xi au carré. Et si vous vous servez de Cauchy-Schwarz, hein, ceci, ça se majore par du de x scalaire xi fois la norme de xi. Et donc vous en déduisez que du de x scalaire xi se majore par 1 sur alpha fois norme de xi, et vous avez une estimation a priori sur la taille du gradient. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se propage dans ce cas particulier où f égale à 0, qui est la alpha monotonie, et qui contient l'estimation a priori que l'on veut. Et donc la quantité qui se propage au cours du temps, c'est quoi? Eh bien, c'est l'expression du de x et de t fois xi scalaire xi, moins alpha, en tout cas dans ce cas particulier, elle se propage exactement, du de x et de t appliqué à xi en norme au carré. C'est ça dont on sait qu'il reste positif au cours du temps. En tout cas, dans ce cas particulier. Je reprends encore une fois. Dans ce cas particulier, f est égal à 0, on sait par passage à l'inverse que la alpha monotonie se propage. En d'autres termes, on sait que si ceci est positif ou nul, initialement, c'est-à-dire en t égale à 0 pour tout x et pour tout xi, à ce moment-là, ça se propage. Vous voyez bien que lorsque alpha égale à 0, c'est la propagation de la monotonie. Et on renforce la propagation de la monotonie en une autre propagation qui est la propagation de l'alpha monotonie. Attention, ça ne marche que dans ce cas-là. Hein. F égale à 0 et grand F de U, après, ça ne se propage pas exactement. Après, il va y avoir des termes en plus. Mais déjà, autant comprendre ce terme-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut une estimation, une technique EDP, ben peut-être c'est ça qu'il nous faut essayer de démontrer directement, sans passage à l'inverse, sur la propagation de la positivité. Et ça, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut donc dire qu'on doit prendre le système en U, faire tout ce bazar, regarder la première fois où ça s'annule avec le xi, etc., etc. Hein, si vous prenez les vieilles démonstrations xi par xi que je faisais pour la propagation de la monotonie. Alors vous pouvez reprendre les démonstrations, hein, c'est des couvertures auxquelles vous avez échappé, hein, pour les anciens. Là, c'est vraiment les démonstrations auxquelles vous avez échappé, que je ne ferai pas, mais que j'indiquerai. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ce principe d'extension, vous pouvez faire ça en vectoriel, en prenant xi par xi direction. Vous regardez la première fois, le premier temps, le premier point et une direction en laquelle éventuellement vous allez perdre la positivité. Vous travaillez localement, mais vous avez tous ces termes-là. C'est ce calcul-là, je l'avais fait, ça marche. Ça doit marcher, puisque ça ne marche pas à l'inverse. Mais je pense que vous devez vous sentir... vous pouvez imaginer que échapper à cela, ça n'aurait pas été très gentil de vous faire ça en cadeau de début d'année. Il se trouve qu'effectivement, on peut faire cette vieille démonstration, ça marche. Mais d'ensuite vérifier que ça marche avec des termes d'ordre 2, c'est encore vrai, c'est relativement simple. Quand on rajoute les termes qui dépendent de x, ça devient... je me disais, ouais, ça doit marcher, mais
j'avais craqué. Hein, pourtant, il y a des moments où, pour les estimations a priori, on se force un peu. Mais alors là, franchement, les bras m'ont tombé. Et puis, il y avait un souci beaucoup plus majeur, c'est que le deuxième cas, qui est l'hypothèse sur grand F, si encore, bon, on a des démonstrations pénibles, ben on serre les dents, on avait fait. Mais sur l'autre technique avec le grand F, c'est que ça ne marchait pas du tout. Et là, il y avait vraiment un obstacle que j'aurais pu contourner, mais je n'avais pas trouvé la bonne astuce. Il se trouve que grâce au formalisme d'ajout de variables, on trouvera les bons formalismes de manière beaucoup plus simple, parce que le système d'équations est plus simple. Et effectivement, quelles sont les quantités que l'on est amené à manipuler? Regardons un tout petit peu. Celui-là, on sait déjà comment on le traduit hein, dans mes variables étendues. C'est le xi scalaire gradient x w. Ça, on sait que c'est ce terme-là. C'est le z de tout à l'heure. Maintenant, c'est quoi le deuxième terme? C'est quoi du? Ça, c'est un dx. Hein. U ne dépend que de x. Du de x et de t point xi, ben ça, c'est le gradient par rapport à x, le w. Et donc, l'expression que je suis en train de regarder, en w, elle est déjà beaucoup plus simple. Et puis quand on a passé sa vie à manipuler les équations d'Hamilton-Jacobi, enfin sa vie, en tout cas une partie de sa vie, à épouser une équation d'Hamilton-Jacobi, on dit mais là c'est gagné, il n'y a plus rien à faire. Parce que si vous prenez une équation d'Hamilton-Jacobi et pour f, quand f égale à 0, hein, vous n'avez pas ce terme-là. Vous avez une pure équation d'Hamilton-Jacobi, quand vous prenez le gradient au carré, celui-là c'est transporté par la linéarisée. Et donc, vous savez tout de suite que vous avez une inégalité positive. Je vous l'explique. Et donc, vous avez la démonstration de la prolongation de la monotonie vous donne l'estimation a priori. Parce que, si je regarde donc d sur dt de gradient w, gradient x w au carré, eh bien, soit je dérive le gradient par rapport à x, c'est le calcul, je vais refaire les choses tout doucement. Plus f gradient x w, plus f' de gradient xi, gradient w, fois gradient w, égale à 0. Maintenant, vous pouvez prendre la norme au carré, ça ne change rien. Le gradient w vérifie une équation de transport, et donc la norme du gradient w carré vérifie une équation de transport. Si vous avez des termes paraboliques ou elliptiques, ça marche pareil, ce qui est d'ailleurs agréable, parce qu'on vous souvenez que même lorsqu'on avait ce bruit, ce bazar sur les bruits, on pouvait réécrire ça comme une équation parabolique en x et xi. Et donc là, on sait qu'on a une bonne chance. Alors, on a une bonne chance que ça marche. C'est un peu plus compliqué que ça. Il y a des exponentielles qui vont traîner, etc. Mais grosso modo, on sait qu'on est très bien parti. Et donc, effectivement, maintenant, vous prenez cette équation, vous prenez le terme qui est là-bas, et vous en déduisez que dz sur dt plus f gradient xz, maintenant z, c'est z alpha, hein, z alpha qui est xi gradient x w moins alpha gradient x w au carré, eh bien, f gradient x z alpha plus f' gradient x w, le tout gradient xi z alpha, eh bien ça, vous savez, et je n'en dis pas plus, le f, il n'est plus là, hein, je suis toujours dans le cas f égale à 0. Après, je vais rajouter du f. Eh bien, si le petit f n'est pas là, vous savez que tout ceci, ça vous donne simplement égal égal. Vous voyez bien que le fait que le petit f ne soit pas là, c'est pour ça qu'on est égal à 0. Parce que si j'avais mis petit f de x, ici, j'aurais deux fois gradient xf, gradient xw. J'aurais un autre terme. Donc ça, on le verra la semaine prochaine, parce que là, il faut que je m'arrête. Donc là, je conclus. Eh bien, ça, c'est simplement égal à f' gradient w, qui est positif ou nul de par la monotonie, et donc vous savez que z alpha, s'il est positif initialement, reste positif,
ça c'est le signe égal, reste positif. S'il reste positif, ben, ça veut dire que vous avez une estimation a priori. Donc là, plus besoin de passer à l'inverse, et on comprend, et puis c'est une démonstration, pratiquement 3 lignes de démonstration pour vérifier, pour avoir l'estimation a priori de Lipschitz. Hein. Ça devient aussi simple que les méthodes de caractéristiques. Même chose, si vous n'avez pas cette astuce de transformer ça en équation d'Hamilton-Jacobi, et là ce n'est que le début des opérations, après on va un peu sophistiquer cela, mais bon, vous pouvez rester coincé longtemps. C'est les démonstrations que je faisais avant, et c'était des pages d'indices, de calcul, etc. Là, la chose devient beaucoup plus transparente, parce que le fait d'écrire une équation en xi encode complètement la géométrie qu'il fallait analyser lorsque, en un point, vous aviez une annulation, dire que les termes diagonaux s'annulaient. Ça disparaît. Alors c'est là, hein, c'est toujours présent, mais c'est codé simplement par le fait que en un point où la fonction s'annule, son gradient s'annule, c'est tout. L'information, elle est là-dedans. Donc, lorsque vous dites que le gradient, en un point où la fonction s'annule, son gradient s'annule, vous êtes précisément en train de regarder une forme quadratique, et c'est ça qui vous dit que les termes orthogonaux sont non symétriques. Donc, c'est codé là-dedans, c'est extraordinairement beaucoup plus agréable. Et vous voyez déjà comment on a obtenu maintenant une technique EDP qui fonctionne, et pour l'instant, et je m'arrête là, la seule chose que j'ai faite, c'est une technique EDP élégante, simple, dans le cas à variables séparées et sans second membre. Il me reste à faire quoi? Il me reste à rajouter un second membre et voir comment ça se produit. Et il me reste également à traiter le deuxième cas, dans lequel on ne fait pas d'hypothèse sur le U0 et le petit f, mais on en fait sur le grand F. Donc c'est ça que je ferai en début de séance la semaine prochaine. Bon, après, généraliser à des dépendances globales, une fois qu'on a compris les variables séparées, ce n'est pas ça le problème, et ça peut-être je le gommerai, pour passer un peu de temps sur les équations du deuxième ordre et les termes, du deuxième ordre, et avoir, à la fin du cours, fait globalement l'existence de solutions régulières pour ces systèmes généraux vectoriels. Voilà, dans un petit moment, le cours de Alessio Vitali.